À la une ce soir. On va demeurer ici et travailler jusqu'à ce qu'on ait les détails d'une entente qui est dans l'intérêt du Canada. Négociations commerciales, le ministre Leblanc retourne à Washington, les provinces divisées. J'ai exprimé mon souhait d'obtenir des réponses à mes questions rapidement. Et puis dès ce matin, M. Carney est à l'œuvre. De nouvelles candidatures dévoilées à quelques jours du lancement de la campagne électorale provinciale. Vous aurez compris de mon discours sur le parcours de Mme Sarrazin qu'elle aura un impact important. Bravo, Yannick, pour te joindre à nous dans cette aventure. Et comment le privé en santé pourrait diminuer le temps d'attente aux urgences? C'est possible d'avoir un privé qui évolue dans un système public en même temps. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des taux de mortalité plus élevés, par exemple, en lien avec la privatisation des services. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon jeudi tout le monde. C'est une autre longue journée de négociations à Washington qui s'achève ou qui s'étire peut-être. Le ministre Dominique Leblanc, responsable du commerce intérieur, était de retour dans la capitale américaine aujourd'hui pour travailler sur une entente commerciale entre les deux pays. Il reste encore un petit peu plus de 24 heures au sursis accordé par Donald Trump avant l'imposition de nouveaux tarifs de 50 %. D'ailleurs, le premier ministre Mark Carney a discuté à nouveau avec la première ministre du Québec aujourd'hui. Mais d'abord, Lily, Ottawa assure qu'il y a du progrès, là. Oui, le ministre du Commerce, Dominique Leblanc, a assuré que les négociations ont fait du progrès aujourd'hui avec son homologue américain, Jamieson Greer. Tu le dis, le président américain a accordé un sursis pour l'imposition des tarifs de 50 %, mais on doit trouver une entente avant la nuit de vendredi à samedi. On écoute le ministre Dominique Leblanc qui s'est adressé très brièvement aux médias cet après-midi. On vient de conclure une longue et importante discussion avec M. Greer et ses collègues. Vous avez peut-être noté, Mme Charette demeure à l'édifice, à l'intérieur, pour faire le travail qui s'impose. On est arrivé ici pour continuer d'avancer vers une entente qu'on croit est dans l'intérêt des travailleurs canadiens, de l'économie canadienne. On est encouragé parce qu'on continue de faire, d'avancer, de faire du progrès. Cependant, on va demeurer ici et travailler jusqu'à ce qu'on ait les détails d'une entente. De ce qu'on comprend avec les premiers ministres des provinces, c'est qu'il est question de ramener l'alcool américain sur les tablettes canadiennes. Là, au Québec, ça passe pas tellement bien. Oui, ça a été mentionné par le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, en fait, que toutes les provinces ont accepté de remettre l'alcool américain sur les tablettes. Je rappelle que depuis février 2025, le boycott a été maintenu à l'exception de pour l'Alberta et la Saskatchewan. Déjà, le Manitoba a annoncé qu'il n'était pas intéressé. Québec se dit en réflexion. C'est sûr, c'est une nouvelle qui inquiète le Conseil des vins du Québec, mais pour la distillerie du Québec, l'Union des distilleries du Québec, le choix revient maintenant aux consommateurs. Les vins du Québec ont été aussi plus présents sur les tablettes de la SAQ. Il y a une inquiétude à savoir si la place des vins du Québec va continuer d'être sur les tablettes de la SAQ et dans le cœur des Québécois. Parce qu'au final, c'est le consommateur là, qui a le gros bout du bâton et puis on ose espérer qu'au moment de mettre des bouteilles dans leur panier, bien, qu'ils vont réaliser que les producteurs de spiritueux québécois, bien, c'est des emplois dans l'ensemble des régions du Québec. Il y a aussi le secteur agricole, notamment le domaine de la production laitière qui se dit inquiet parce qu'il reste des précisions sur les négociations par rapport à la gestion de l'offre, quelque chose qui est très important pour l'Union des producteurs agricoles. Il y a le ministre Dominique Leblanc qui a quitté Washington, mais les négociations se poursuivent puisque la négociatrice en chef du Canada, Janice Charette, reste sur place. Merci beaucoup, Lily. Au revoir. Maintenant, je me tourne vers Québec. On retrouve notre collègue Jean-François. Bon, Jean-François, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a discuté ce matin avec le premier ministre Mark Carney. Hier soir, elle est sortie d'une rencontre visiblement inquiète. Est-ce qu'elle est rassurée? Est-ce qu'elle a eu des réponses à ces questions? Bien, elle a eu des réponses à ces questions ce matin. Cependant, elle n'avait pas analysé ces réponses au moment où on a pu lui parler là, un peu plus tôt cet avant-midi. Elle était en fait du côté de Robertval au Lac-Saint-Jean pour présenter des candidats dans cette région. Et lorsqu'elle a été questionnée là-dessus, elle a dit qu'il faudrait encore attendre un peu avant de savoir si vraiment les mesures qui ont été incluses dans cette entente sont bonnes pour le Québec ou non. Donc, il faudra attendre visiblement encore, même pour savoir si elle entend
vraiment remettre l'alcool sur les tablettes de la SAQ. On peut écouter ce qu'elle avait à dire ce matin, Christine Fréchette. Une fois cette analyse-là faite, eh bien, on pourra définir la suite des choses. On pourra définir si, globalement parlant, les intérêts du Québec sont respectés avec cette entente qui est encore, je dirais, en finalisation. Il faut voir où est-ce que ça nous positionne par rapport à d'autres pays qui exportent également aux États-Unis dans des secteurs qui sont stratégiques et névralgiques pour le Québec. Donc, c'est pas juste au premier abord, ah oui, ça me semble bien, on va aller de l'avant. Non, non, non. Il y a des analyses sérieuses, rigoureuses qu'on est en train de réaliser. C'est important de le faire parce qu'il y a beaucoup en jeu et il faut le faire de manière stratégique. Voilà, tout ça se passe alors qu'on est en pré-campagne électorale. D'ailleurs, Mme Fréchette essuie les critiques du chef péquiste. Oui, bien selon lui, il ne s'est pas tenu suffisamment debout pour les producteurs du Québec notamment. Il était à Montréal ce matin pour présenter une nouvelle candidate, Marie-Claude Sarrazin, qui était procureure lors de la commission Galland. Il croit vraiment là, que le Québec aurait pu faire mieux, même si on le voit bien que c'est Ottawa là, qui a vraiment les ficelles dans tout ce dossier-là. Cette incertitude vient du fait que le gouvernement du Québec n'a en fait aucune information sur ce qui se négocie alors que ce sont nos intérêts, nos champs de compétences. Et la négociatrice du Québec, Mme Blais, avait déjà sonné l'alarme en disant « c'est pas normal, personne m'informe de ce qu'est la négociation en ce qui nous concerne ». Et là, on a une preuve supplémentaire qu'en ce moment, malheureusement, le Québec a choisi la voie d'être spectateur au lieu d'être debout pour nos entreprises et nos intérêts. Et c'est le moment de dévoiler les slogans également. Québec solidaire le fait en ce moment. Son slogan pour la campagne, c'est possible. Les autres slogans, rassembler, repartir, réparer, bâtir pour le PLQ et le choix de la confiance pour le PQ. Merci Jean-François. En santé maintenant, le temps d'attente moyen dans les urgences de la province a reculé de 11 minutes cette année si on compare à l'an passé, mais c'est une bien maigre victoire parce que les usagers continuent d'attendre de longues heures avant d'être vus par un médecin. Les explications d'Éliott Tremblay. Le système public ne s'améliorera pas. Hein? Je suis conscient de ça à 73 ans. Je me promène d'un médecin à l'autre. Si j'ai mal, t'appelles une clinique ou GMF. Et c'est ça le système de santé. Ils font bien des efforts, c'est sûr, là, mais ils ont du temps à rattraper, beaucoup. Actuellement, les urgences débordent. On est à 115 % de taux d'occupation, ce qui fait que les gens attendent en moyenne 5h33 avant de voir un médecin. Et selon une étude de l'Institut économique de Montréal, les temps d'attente sont en augmentation depuis les dernières années. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis 2018, il y a eu une augmentation. Donc, l'an dernier, les Québécois ont attendu 5h12 minutes pour une visite typique à l'urgence, comparativement à 4h31 minutes en 2018. Donc, c'est une augmentation de 41 minutes quand même. Pour l'Institut économique de Montréal, le problème ne viendrait pas d'un sous-financement de l'État, même que les dépenses en santé ont augmenté de 24 milliards cette année. C'est pas autant une question d'argent qu'une question de comment est-ce que le système est géré et en partie aussi d'un manque de flexibilité au niveau du système. C'est pour ça qu'on propose que si les délais sont déraisonnables au public pour vous faire traiter ou si ça coûte moins cher au privé, bien, vous allez pouvoir utiliser votre carte Soleil pour aller au privé, vous faire soigner dans des délais raisonnables. Le Parti conservateur de Éric Duhaime est clair, selon lui, le privé est la solution pour améliorer le système de santé québécois. De son côté, le Parti québécois abolirait Santé Québec, mais pour ce qui en est de la question du privé ou du public, le parti ne s'est toujours pas positionné. Bien, une des choses qu'on remarque, c'est que les systèmes qui fonctionnent le mieux, ce sont les systèmes qui sont universels, donc tout le monde a accès aux soins, mais qui sont mixtes, qui vont avoir un mélange d'hôpitaux publics et privés. On parle d'endroits comme la France, le Danemark, la Suède. Ces systèmes-là, s'ils fonctionnent mieux, c'est pas à cause que, bon, il y a du privé et donc le privé est meilleur, mais simplement parce qu'ils ont une capacité d'expérimentation qui est plus grande. Mais laisser le privé prendre plus de place, c'est pas une idée qui fait l'unanimité. Anne Plourdre, qui est chercheuse spécialisée dans le système de santé québécois, pense qu'on devrait plutôt financer davantage le système actuel. Les problèmes actuels d'accès aux services dans le réseau public sont en partie causés justement par la privatisation des services des dernières années, au sens où quand on privatise les services de santé, on n'ajoute pas davantage de services dans le réseau. Ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on vient ponctionner les ressources du système public vers des
cliniques privées. Et donc, on accentue les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui sont déjà présents dans le système public. Donc, plus de privé, moins de public, plus de public, moins de privé. La question se pose et clairement, le sujet sera débattu lors de la campagne électorale cet automne. En attendant, le temps d'attente continue d'augmenter dans les salles d'urgence. Les gens ont de plus en plus de difficultés à trouver des médecins. Au moins, l'année passée, on a gagné 11 minutes. Bon, c'est un petit pas dans la bonne direction, mais ça reste un pas dans la bonne direction. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Guerre en Ukraine maintenant. Au moins 16 personnes ont perdu la vie dans des bombardements russes dans la région de Kiev la nuit dernière, selon les autorités ukrainiennes. Des immeubles résidentiels, un hôpital pour enfants et une école qui ont été endommagés lors des attaques. La salve de l'armée russe a duré près de 9 heures, d'après le premier ministre ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'investir dans les missiles balistiques pour escalader le conflit. La Corée du Nord a aujourd'hui tiré une dizaine de missiles balistiques, dénonce la Corée du Sud, des tirs qui surviennent quelques heures après que Donald Trump ait affirmé qu'il allait rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Séoul et Washington ont d'ailleurs écourté cette semaine leur exercice militaire conjoint à la demande du président des États-Unis. Autre événement violent à Montréal, une fusillade a eu lieu cet après-midi sur le plateau Mont-Royal et selon nos informations, un homme de 22 ans a été abattu par balle alors qu'il se trouvait dans une camionnette. Aussi, selon nos informations, un suspect aurait été arrêté peu de temps après les événements. On retrouve notre collègue qui est sur le terrain. Lila, qu'est-ce qu'on sait présentement là, de cette fusillade? Oui, on a donc appris cet après-midi que le jeune homme de 22 ans a été touché par plusieurs coups de feu. Donc tu le disais, on est sur le quartier du plateau Montréal. On est en fait à l'angle de Saint-Laurent et de la rue Carmel. Je vous invite à regarder derrière moi où ça s'est passé. On voit au loin en fait la camionnette blanche dans laquelle se trouvait le jeune homme de 22 ans. La victime donc a été atteinte par au moins 3 projectiles d'armes à feu. À ce qu'on sait, plusieurs douilles ont été aussi retrouvées sur la scène de crime au pied de la camionnette blanche. La victime, elle a été ensuite envoyée à l'hôpital. Et avait un arrêt cardio-respiratoire, excuse-moi. Donc, selon nos informations également, un suspect a été aussi interpellé autour de la scène de crime, un jeune adolescent de 17 ans. Il a été arrêté et pour le moment, il y a une enquête à savoir s'il a effectivement été impliqué dans cette fusillade. On peut écouter le SPVM et les dernières informations. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert un homme blessé par des projectiles d'armes à feu. Donc, cet homme-là, c'est un homme de 22 ans qui a été transporté rapidement en centre hospitalier un peu plus tôt aujourd'hui et dans un état critique. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez voir, il y a un large périmètre qui est établi ici pour protéger la scène. Tout se serait passé à l'extérieur, donc sur la rue. L'homme aurait été retrouvé, la victime en fait, dans un véhicule. Donc, pour l'instant, le périmètre est établi afin que les enquêteurs des crimes majeurs puissent faire une analyse de la scène. Il y a un homme de 17 ans, un jeune homme, en fait, je devrais dire, qui a été arrêté un peu plus tôt, non loin de la scène. Puis, il devra rencontrer les enquêteurs éventuellement aujourd'hui pour qu'on tente de comprendre c'est quoi son implication dans le présent événement. On a vu derrière la policière un papa passer avec une poussette. C'est le plateau Mont-Royal, c'est un quartier qui est animé, pas reconnu pour être particulièrement violent. Comment les gens réagissent sur le terrain? J'ai parlé à des voisins justement tout à l'heure, ils n'ont pas voulu être à l'image, ils avaient même peur finalement d'avoir des représailles. Pour te dire, on me disait que le quartier, habituellement très très calme, se dégrade d'année en année. Les voisins me disaient qu'on voit des deals de drogue dans le quartier, on voit des jeunes tard crier, s'énerver, des petites bagarres ici et là. Donc en fait, on sent qu'il y a un sentiment de peur, d'inquiétude dans le quartier, mais surtout, oui, le plateau Mont-Royal, surtout en été, c'est très très achalandé, c'est très touristique aussi. On a rencontré des touristes français qui se sont dit, dis donc, il y a de l'animation. Donc ouais, c'est pas joyeux, ça ne plaît pas au voisinage. Et puis, ça inquiète le monde. Merci beaucoup, Lila. Salut Alain. Salut Marc-Claude. Là, on va parler d'un sujet que tu connais assez bien. On s'est inspiré d'un article dans le quotidien La Presse, le père de 2 élèves du primaire qui déplore avoir reçu un total de 456 courriels de l'école de ses enfants en seulement 1 an. Alain, tu as été enseignant, tu as été directeur. Est-ce que c'est un peu exagéré? Oui, il y a 365 jours dans une année. J'arrive pas à concevoir cela comme ancien professeur, ancien directeur. Je suis entouré d'amis qui sont aussi dans le monde de l'enseignement.
je me dis, il doit y avoir un problème. Est-ce que c'est parce que ce parent-là avait 3 enfants, puis là, l'école n'était pas capable de voir qu'il renvoyait 3 fois le même courriel, et même si c'était le cas, on parle de plus de 150 envois. Donc, oui, il y a une problématique, puis il faut que les directions d'école qui transfèrent l'information et les enseignants soient conscients de cette réalité-là. Les parents, les deux travaillent maintenant. Dans la plupart des cas, ils sont aussi occupés et il y a moyen de condenser cette information-là dans beaucoup moins d'envois. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est parce qu'on surcharge les parents ou peut-être qu'on les surcharge parce qu'il y a peut-être un désengagement? Ça aussi, des fois, c'est souligné par les enseignants. Oui, mais c'est pas en les ensevelissant de courriels qu'on va en les enterrant complètement, on va les ramener avec nous pour nous les aider. Puis moi, ça me rappelle quelque chose. Lorsque j'avais su une formation lors de ma maîtrise en administration, on nous disait, lorsque tu écris à un parent, tu écris comme si tu écrivais à quelqu'un qui avait 10 ans. Pour s'assurer que tout le monde comprenne, parce qu'il y a certains parents qui ont des problèmes au niveau de la lecture aussi, au même type que les jeunes, et on veut s'assurer que tout le monde ait l'information rapidement. Le même principe lorsqu'on écrit un message sur les réseaux sociaux, on n'écrit pas un roman, on synthétise notre information, on s'assure d'avoir un formulaire que les parents vont reconnaître rapidement et non pas un format qui est différent à chaque fois pour que les parents aient vraiment à l'essentiel l'information qu'ils ont besoin. Et entre toi et moi, je pense qu'une communication par mois serait totalement suffisante pour les parents-là. On va rentrer bientôt en campagne électorale. Est-ce qu'on parle assez d'éducation? Bon, on n'en parle pas assez pour les bonnes raisons. Donc, l'éducation, c'est important. Tous les partis politiques nous le disent. Pas plus tard que cette semaine, et pas grand monde en ont parlé, la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec et toutes les fédérations du réseau scolaire sont sorties sur la thématique. L'éducation, ça nous regarde à l'approche de la campagne électorale parce que malheureusement, même si on le dit tous que c'est important, bien, on en parle rarement. C'est comme la base de la société. Hein? Tout à fait. Je t'amène sur un autre sujet. L'animateur Pierre-Yves McSween qui se retire des ondes pendant la campagne électorale parce que sa conjointe, Geneviève Peterson, est candidate pour la CAQ. Qu'est-ce que tu penses de ce geste-là? C'est important de le faire? Ça démontre clairement que l'impact d'une personne qui décide de se lancer en politique n'est pas juste pour lui dans sa carrière, mais ça touche tous les gens autour. Pierre-Yves McSween, qui est une personnalité, je le côtoie souvent, il doit mettre sa carrière de côté. L'impact est majeur pour lui, mais il n'a pas le choix parce qu'il doit commenter les cadres financiers, les positions des partis politiques et dans ce cas-ci, bien, il devra faire trop attention. Donc, il prend un retrait, mais l'impact est majeur. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Les beaux jours ne sont pas encore terminés, qu'on déplore déjà 56 noyades dans les plans d'eau du Québec cette année. C'est énorme. Seulement cette semaine, 4 personnes ont perdu la vie. Le 14 août, c'est un enfant qui s'est noyé dans une piscine résidentielle au centre du Québec. Le 15 août, un adulte au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a chuté d'un ponton. Le 17 août, un adulte qui est tombé dans son puits. Et hier, un jeune adulte de 20 ans qui a été une victime emportée par le courant en Gaspésie. Bon, là, le bilan qui pourrait dépasser maintenant la centaine de cas d'ici la fin de l'année et la Société de sauvetage qui craint même d'atteindre le record de 117 noyades en 2020. On espère qu'on ne se rendra pas là. Soyez prudents, tout le monde. Les quelques 3300 paramédics membres de syndicats affiliés à la CSN ont rejeté l'entente de principe pour renouveler les conventions collectives. Les moyens de pression reprennent donc de plus belle. Néanmoins, étant donné que le travail des paramédics sont considérés comme des services essentiels, la grève est peu visible aux yeux du public. Rappelons que les paramédics sont sans convention collective depuis le 31 mars 2023. Le litige porte notamment sur les salaires, les primes de travail à temps partiel et la retraite. Salut Raphaël. Bonsoir Marie-Claude. Alors, grosse nouveauté pour la prochaine saison de Big Brother Célébrité. La 7e saison qui va être sur Crave et sur Nouveau cet hiver. Et Marie-Mé avait une grosse annonce pour nous ce matin parce qu'à Big Brother, il faut s'attendre à l'inattendu. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Big Brother Célébrité revient pour une 7e saison cet hiver sur Nouveau et sur Crave. Et cette année, c'est particulièrement excitant. Ça fait des années que vous nous le demandez sur les réseaux sociaux. Donc, le public qui pourra participer à Big Brother Célébrité, à cette 7e saison de Big Brother Célébrité. Souvent, les gens demandaient « Hey, on va-tu pouvoir participer, croiser la production sur la rue? Est-ce qu'on va pouvoir participer? » Bien là, ça va être possible de le faire pour cette 7e saison de Big Brother Célébrité. Donc, on recherche les joueurs les plus stratégiques, les plus divertissants
divertissant. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire là, sur... C'est bon là-dedans. Ah ouais, tu me verras avec... Oh, je sais pas, des fois, je comprends pas tout le temps vite. Plus.crave.ca pour vous inscrire. Il y a quand même 100 000 en jeu. Il y a aussi Scooter Gaz qui prépare un album. Ce duo qui est composé de Fred Saint-Gelais et de Dom Fauché. 18 septembre, il y aura cet album. Ça qui se demande, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent ça. C'est Ricardo qui chasse la déprime dans ta cuisine. Ricardo, king la terrine, la verrine, la poutine. Ricardo, cuisine mieux que la mère de Céline. Donc, ils sont derrière cet immense verre d'oreille et hommage au chef Ricardo. Et là, on aura un album complet d'eux autres le 18 septembre. Un son électro-funk. On va retrouver différentes voix aussi. Marie-Lou, Raphaël Roy, pas moi, la chanteuse. Également, Éléonore Lagacé. Pierre-Yves McSween aussi, qui va faire une collaboration spéciale à la guitare pour une chanson sur cet album-là. Donc, Scooter Gaz qui sort un album le 18 septembre prochain. Et on finit ça dans la controverse, la venue du rappeur Kanye West en Russie, qui fait pas mal réagir. Bien, Kanye West qui avait tenu là, des propos antisémites et donc il y avait eu plusieurs de ses concerts qui avaient été annulés un peu partout dans le monde. Et là, il y a 2 dates qui ont été annoncées en Russie pour le mois d'octobre. Donc, ça fait réagir parce que ça va être l'un des artistes internationaux, l'un des rares artistes internationaux à se produire en Russie depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Donc, il y a des élus qui disent, bon, il n'y a pas de problème, c'est le fun, c'est une belle nouvelle. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus réticents, mais quand même, il faut dire qu'il y a déjà 100 000 billets de vendus pour ces 2 dates de Kanye West en Russie qui vont se dérouler en octobre. Merci, Raphaël. On se retrouve demain. Des centaines d'admirateurs ont rendu un dernier hommage au légendaire pianiste de jazz montréalais Oliver Jones cet après-midi à Montréal. Les funérailles publiques se sont déroulées dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Décédé le 22 juillet à l'âge de 91 ans, Oliver Jones a été une figure marquante du jazz, non seulement à Montréal, mais aussi à l'international. Vraiment, tous les moyens sont bons pour retenir son monde. Il y a un bataillon de l'armée américaine qui met les bouchées doubles pour convaincre ses soldats de prolonger leur engagement. Les militaires qui acceptent de poursuivre leur service pour plusieurs années de plus vont avoir droit à une permission spéciale, un congé de 4 jours pour jouer à Grand Theft Auto 6, le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Mais sachez qu'il y a 20 soldats de Fort Stewart en Georgie qui ont accepté de le faire pour une période de 2 à 6 ans pour pouvoir jouer finalement en congé. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. Ce soir, on va surveiller évidemment le contenu plus précis de l'entente avec Washington. On ira en analyse d'ailleurs avec l'experte Geneviève Tellier. Là-dessus, à tantôt tout le monde. Bon souper.